Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 4 avril 2025, il est 10h en France et 17h au Japon, pas merci le changement d'heure. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de l'Empire Tolmec, à l'exception de toutes les autres. Matinale durant laquelle on va faire un petit tour éditorial de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines, sur fond de bande originale d'animé, vous le savez. Soft Power numéro 74 pour une émission intitulée « Elle peint son visage pour cacher son visage. Elle danse, elle chante, elle vous divertit. Tout ce que vous voulez. Le reste, ce sont des ombres. Le reste, c'est un secret. » Puisque cette semaine, les gens, on montera ensemble dans un gigantesque vaisseau spatial direction la planète Vuros, lieu d'action du nouveau volet de la saga de jeux vidéo Metroid Prime, qui s'est pleinement dévoilé dans une grosse bande-annonce la semaine dernière, mettant en scène son héroïne Samus Aran. Samus, à propos de laquelle cette bande-annonce avait autant de choses à montrer que de choses à cacher, notamment vis-à-vis de son genre, et c'est précisément de ça dont je vous parlerai cette semaine. On restera dans le domaine du jeu vidéo pour parler de Drag and Drive, un des jeux de la fenêtre de lancement de la nouvelle console Nintendo Switch 2 qui a été présenté ce mercredi. Drag and Drive, un jeu d'handi basket en 3v3 qui a pas l'air jojo, mais qui porte avec lui tout un travail d'amélioration des représentations des personnes ayant un handicap dans le jeu vidéo, et vous avez compris, ce sera le sujet de l'édito. On videra massivement aussi nos comptes en banque pour soutenir nos artistes multimillionnaires dans le besoin préféré via une toute nouvelle application Berries, lancée la semaine dernière par le géant du divertissement sud-coréen Kakao Entertainment. Berries, une application de mise en relation des artistes et des fans qui, comme beaucoup d'autres du genre ces derniers mois, travaillent à faire glisser tout un pan de l'industrie musicale mondiale vers un modèle centré sur des super fans. On en parlera. On criera également un bon coup devant la bande-annonce de Destination Finale Bloodlines, 6e volet de la saga d'horreur qui n'avait pas donné signe de vie depuis quasi 20 ans. Et pourtant, il s'en est passé des choses en 20 ans. Et ça tombe bien puisque c'est précisément de ça qu'on causera avant de passer au sujet rétro de la semaine, aux brèves, aux recommandations. Vous savez, je précise pour celles et ceux qui l'appréciaient qu'il n'y aura plus de pause musicale de la semaine dans Soft Power, les plateformes ayant décidé de renforcer récemment les liens avec leurs ayants droit. Ce pourquoi vous aurez également certains vieux épisodes de Soft Power qui vont partir ci et là sur les plateformes de podcast audio. C'est pénible, mais on va s'adapter, sachant que bien sûr, tout est toujours disponible en intégralité sur la chaîne YouTube. Ça change pas. Fin de l'aparté. Bref, les gens, installez-vous. On est parti pour 1 à 2 heures passées ensemble. Soft Power numéro 74. C'est parti, direction la bande-annonce de la semaine. Et puisque celle-ci a décidé de ne rien respecter, ne perdez pas votre temps. Embarquez votre intelligence artificielle, réfrénez vos émotions et n'oubliez pas d'éteindre le grille-pain avant que celui-ci s'énerve et aille chercher un couteau dans la cuisine. On sait jamais. C'est tatillon, ces choses-là. Ok, Megan, on passe à l'upgrade. Tu veux ajouter quelque chose? Je veux être plus forte, plus rapide. Salut, tu te rappelles quand je t'ai étranglé avant de mettre le feu au labo? Je voulais te dire que ça n'allait pas se reproduire. Mais qu'est-ce que c'est que ce pastis? Ça, c'est la question que je me suis posée, que je me pose encore, que vous vous êtes posé dans le chat à la vision de cette première bande-annonce de Megan 2.0. Megan 2.0, comme son titre le suggère subtilement, suite de Megan tout court, un film de Gérard Johnstone sorti en 2022 qui avait économiquement absolument tout cartonné à l'époque, engrangeant 15 fois son budget de 12 millions de dollars pour un film au concept simple et très dans l'air du temps, où l'on suivait Megan, une poupée dotée d'une intelligence artificielle qui, au fil du film, développait une conscience d'elle-même et devenait de plus en plus hostile envers quiconque s'interposait entre elle et une petite fille de 8 ans dont elle avait la responsabilité, si bien qu'au bout de 30 minutes, le film versait dans l'horreur gentillette où il était plus facile d'être impressionné par la combinaison technologique entre le travail du studio Morotefix sur la version animatronique de Megan d'un côté et les effets visuels de Weta Workshop de l'autre, que par les quelques morts du film souvent désamorcé par le ton régulièrement humoristique de celui-ci. Et même s'il me semblait qu'on avait plutôt bien mangé avec ce Megan premier du nom et que le film avait déjà fait en un seul jet le tour de son concept, on imaginait bien que les petits gars de Blumhouse Productions n'allaient pas s'asseoir sur la possibilité de réaliser un nouveau x15, si bien est que
En janvier 2023, le réalisateur Gerard Johnstone avait déjà confirmé que des discussions étaient en cours au sujet d'une suite, et notamment avec James Wan, Monsieur Saw, Conjuring, Insidious. James Wan qui avait été à l'écriture et à la conception du premier Megan par ailleurs. Quelques semaines plus tard, Universal confirmait une date de sortie et le titre, Megan 2.0, avec le retour de Gerard Johnstone à la réalisation, d'Akela Cooper à l'écriture, de James Wan à la production et d'une bonne partie du cast original avec Alison Williams, Violet McGraw, Amy Donald, Jenna Davis, désormais aux côtés d'Aristotle Attari, de Tim Sharp, etc. Tous et toutes partis pour un tournage de quasi 2 mois entre juillet et septembre 2024, d'où l'arrivée d'une première bande-annonce pour ce Megan 2.0 seulement. Maintenant, à la CinemaCon de cette semaine, cette gigantesque convention organisée par l'association des exploitants Cinema United. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé, les gars, en fait ? Ça, c'est une question qu'on a dû être nombreux et nombreuses à se poser devant ces premières images de ce Megan 2.0, tant l'ambiance teintée d'horreur du premier film est partie faire un tour pour laisser place à un film d'action. Et pour cause, dans ce film, la technologie de Megan a été volée et utilisée par un sous-traitant de la défense pour créer un robot espion baptisé Amelia. Robot espion devenant conscient à son tour avant de se retourner contre ses créateurs et commencer à découper la Terre entière. Robot espion que personne ne peut arrêter, sauf Megan. C'est bien, vous suivez, Megan reconstruite par Gemma, l'une des protagonistes du premier film, pour combattre Amelia. En fait, c'est Terminator 2, le projet. C'est totalement Terminator 2. C'est complètement le projet dans une bande-annonce qui met très en valeur une nouvelle fois Megan, puisqu'il faut rappeler que le premier film la construisait dans sa première demi-heure comme un personnage attachant, mais surtout que toute la promo tournait autour d'elle, et notamment ces étranges mouvements de danse du premier film qui étaient devenus viraux et qui ont très probablement, quasi à eux seuls, lancé le succès du premier film. D'où le fait aussi qu'au dernier Grammy Awards, ce Megan 2.0 ait été teasé par une nouvelle danse de Megan, encore, cette fois sur la chanson pop à succès Feminino Menon de la lauréate Chappell Roan, et d'où la tonnasse de vidéos, de mèmes et même de merchandising autour du personnage de Megan. Et pourtant, il me semble qu'on y gagnerait à prendre un tout petit peu de distance avec celui-ci et revenir un petit peu plus en détail sur ceux à qui on donne à bouffer en adulant le personnage de Megan, puisqu'il faut rappeler que le premier film est bardé de références autant à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, cet homme nu inscrit dans un cercle et un carré avec les bras et les jambes écartés selon des proportions idéales qui incarnent l'idéal de perfection corporelle de la Renaissance, une vision normée qui se veut universelle, l'idée que le corps humain est une machine parfaite, etc., etc. Vous connaissez autant de références à l'homme de Vitruve donc qu'aux automates féminins du XVIIIe siècle qui, comme le précise Adélaïde Voskuhl, spécialiste de ces questions et professeur agrégé d'histoire et de sociologie des sciences à l'université de Pennsylvanie, n'étaient pas des copies réalistes de femmes vivantes, mais bien au contraire des représentations mécaniques des attentes sociales placées sur les femmes. Ces automates fonctionnant alors comme des mises en scène de la manière dont la féminité peut être performée selon des critères culturels et politiques. Et si le film Megan fait régulièrement appel à cet imaginaire, c'est précisément parce que celle-ci est présentée toute la première partie du film comme une vitrine des attentes contemporaines sur ce que doit être une femme idéale, à la fois douce, disponible, belle, dévouée, compétente, mais aussi indépendante, efficace, gardienne, avec ses cheveux parfaitement peignés, sa tenue conservatrice et sa démarche parfaitement réfléchie. Bref, un parfait prototype de femme active néolibérale dont Megan elle-même se fait le reflet et la médiation culturelle. C'est pour ça que lorsqu'elle est d'abord présentée à la jeune Caddy de 8 ans, dont elle aura désormais la charge amicale, Megan est conçue pour être un substitut parfait à une mère, à une amie, à une protectrice, en étant à la fois douce, compétente, mais aussi autonome, rendant ainsi la transition vers cette maternité numérique parfaitement lisse. Et c'est toute l'histoire de la deuxième partie du film que de montrer que cette perfection devient monstrueuse lorsqu'elle prend le contrôle et refuse les limites imposées. Monstruosité qui agit comme une force qui oblige les autres femmes autour de Megan à se positionner, soit à s'y conformer, soit à être détruites autant symboliquement que littéralement. Et c'est ainsi que tout le long du film, les figures féminines qui échouent à remplir ce rôle comme les mères inefficaces ou les figures périphériques sont directement punies par Megan. C'est la voisine qui est perçue comme une mauvaise figure maternelle en raison de son indifférence et de son incapacité à être une figure nourrissante et qui va se faire arracher la tête à coups de nettoyeur haute pression. Mais c'est aussi Gemma, la protagoniste, évidemment, dont la capacité à combiner rôle maternel et professionnel est constamment mise en avant dans le film. Megan incarnant de ce fait à la
fois l'agent du système néolibéral et un révélateur critique permettant au passage d'une lecture réflexive du processus de subjectivation féminine dans le capitalisme tardif. Bref, il me semble que M3GAN, bien plus qu'un film sur l'IA ou sur la technologie, comme on peut le lire encore trop souvent ci et là, c'est davantage ça, parmi d'autres lectures du film, bien sûr, puisqu'il y aurait des choses à dire aussi sur les morts masculines de celui-ci, mais c'est précisément en gardant ce ça à l'esprit qu'il fait en réalité tout à fait sens que ce M3GAN 2.0 soit un film d'action, aboutissement d'une figure protectrice devenue force destructrice, où une féminité hyper productive et déshumanisée, pétrie d'injonctions contradictoires, n'amène qu'à une surenchère d'une violence toujours plus marquée. Et il sera d'ailleurs intéressant de voir comment sera caractérisée la nouvelle antagoniste de ce M3GAN 2.0 dans ce cadre précis. En attendant, il me semble qu'on y gagnerait à peut-être un petit peu moins idolâtrer le personnage de M3GAN à la lumière de ce que celui-ci nous renvoie. Bref, M3GAN 2.0, les gens, ce sera le 25 juin 2025 dans les salles obscures. Et vu l'orientation de ce nouveau film, il faudra bien se préparer pour aller le voir. L'attirail, vous le connaissez, des vêtements, des bottes et une moto. Est-ce que vous vous souvenez de Weverse ? Weverse, c'est cette plateforme dont on avait parlé dans l'émission de juin 2023. Ça date... Weverse, les gens, une plateforme communautaire développée par le géant du divertissement coréen Hybe et principalement utilisée par les artistes de K-pop et par leurs fans. En gros, un réseau social qui permet aux artistes de publier dans leur espace dédié des messages, des photos et des vidéos, tandis que les fans peuvent commenter, partager et interagir directement avec eux. L'application proposant également évidemment une boutique intégrée où l'on peut acheter des albums, du merchandising et des billets de concert. Et elle propose également un service de streaming en direct où les artistes interagissent avec leur audience en temps réel. Bref, tout un arsenal pour capter, pour captiver ces communautés de fans. Et ça marche, les gens, ça marche, puisqu'on avait appris en ce début d'année que Weverse avait franchi le cap des 150 millions de téléchargements cumulés à travers le monde en 2024 et les 9 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices pleinement actifs et probablement bien aidés par l'arrivée sur la plateforme de stars internationales de renom comme Ariana Grande, Dua Lipa, Megan Thee Stallion et Conan Gray, générant, comme le rappelait alors la société d'analyse de données musicales Chartmetric, une croissance à 2 chiffres du nombre d'utilisateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Très concrètement, 2024, c'était pour Weverse surtout 20,6 millions d'articles vendus, comprenez des albums, des objets de collection, des abonnements payants à des fan clubs d'artistes. Clairement, ça ne chôme pas chez Weverse et littéralement, par ailleurs, puisque des anciens employés de chez Hybe qui se sont exprimés ces derniers mois parlent d'une culture du travail épuisante, d'heures supplémentaires à n'en plus finir, d'attentes irréalisables contribuant à des problèmes de santé parmi le personnel, ce qui avait amené à la mort d'un employé par surmenage en septembre 2022. Et ça vaut par ailleurs aussi pour les artistes, puisqu'en octobre dernier, Annie, membre du groupe New Jeans, avait témoigné devant l'Assemblée nationale sud-coréenne des expériences de harcèlement et d'intimidation qu'elle subissait au sein de Hybe, dans ce qu'elle décrivait comme un environnement de travail constamment hostile. Bref, c'est aussi ça, Weverse, mais les chiffres sont top, alors tout va bien, ce qui avait amené Jae-Sung Jason Lee, le PDG de Hybe, à déclarer en novembre dernier que la société allait très bien, tu m'étonnes, et que Weverse ne serait pas et ne serait même jamais menacé par une concurrence potentielle. Alors, il s'était un petit peu prononcé rapidement, l'ami Jae-Sung, puisqu'on a appris la semaine dernière que Kakao Entertainment, autre acteur majeur de l'industrie coréenne du divertissement, et c'est peu de le dire, lançait à son tour une toute nouvelle application, Berries, décrite comme, je cite, une plateforme de fans mondiale de pointe conçue pour révolutionner l'expérience utilisateur. C'est totalement Weverse. Lancée la semaine dernière et déjà disponible en 18 langues, la plateforme intègre comme Weverse de multiples fonctionnalités d'IA, de commerce, de streaming en direct. Elle a rapidement été rejointe par des artistes musicaux comme Kiki, comme Jungsun Wan, mais il y aura aussi d'autres secteurs culturels, comme en témoigne le lancement ce mois-ci d'une communauté de fans autour de la prochaine série de MBC Crushology 101, basée sur le webtoon éponyme à succès du haut de ses 170 millions de vues cumulées. C'est un peu plus que Soft Power. Et si je vous
parle de Berries et que je vous reparle de Weverse aujourd'hui, c'est que de plus en plus de sociétés ont annoncé récemment leur souhait et leur projet de s'aventurer sur ce marché des fans, ou plutôt sur ce marché des super fans. Les super fans, les gens, ces fans extrêmement engagés qui vont au-delà de la simple consommation de contenu, qui interagissent activement avec l'artiste ou la marque, qui suivent de plusieurs manières différentes, souvent en participant à des événements exclusifs, en achetant du merchandising, en suivant de près toutes les actualités. Selon une étude de Luminet de l'année dernière, ces superfans représentent dans le milieu de la musique 19% des auditeurs de musique aux États-Unis et dépensent en moyenne 80% de plus par mois pour des activités musicales que l'auditeur moyen. Pour Amazon Music for Artists, cette plateforme conçue pour les artistes et leurs équipes afin de gérer leur présence sur Amazon Music, ces mêmes superfans génèrent près d'un tiers des écoutes totales d'un artiste, avec la majorité continuant à écouter sa musique après 30 jours d'utilisation. Pour Spotify, ces superfans représentent quant à eux 2% des auditeurs mensuels d'un artiste, mais comptent pour plus de 18% des flux mensuels. C'est énorme, tout en représentant à eux seuls plus de la moitié des achats de produits dérivés d'un artiste. Imaginez la manne financière colossale que c'est pour ces entreprises. C'est titanesque. Une manne financière qui a amené Goldman Sachs à estimer dans les prochaines années le seul marché de la monétisation des fans à pas moins de 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% des recettes de streaming payant tout court d'ici 2030. C'est beaucoup, d'où aussi le fait que ces derniers mois, de nombreuses entreprises se soient activées à structurer leurs services autour de nouvelles formes de monétisation. Les maisons de disques, les managers d'artistes, les autres fournisseurs de services numériques expérimentant et lançant tour à tour soit de nouvelles applications directement à destination des superfans, soit de nouveaux niveaux super premium sur les services de streaming existants, de nouveaux niveaux super premium qui pour ces entreprises font bien souvent office d'Eldorado. Vous aurez compris, les actuels modèles de diffusion en continu ne faisant pas de distinction entre les utilisateurs et ne prenant pas en compte les différents niveaux d'engagement de fans envers les plateformes et les artistes, d'où le concept précisément de superfan, directement lié à la structure de paiement du modèle de diffusion en continu. Ce pourquoi, dans son mémo du Nouvel An 2023, Lucian Grainge, le PDG d'Universal Music Group, avait demandé aux fournisseurs de services numériques de passer à des modèles centrés sur l'artiste. Une jolie dénomination qui masque la stratégie centrale décrite par la suite dans son mémo de janvier 2024, à savoir précisément un modèle en réalité basé sur les superfans. Universal Music Group qui par ailleurs a conclu un accord de 10 ans avec Hybe, accordant à Universal les droits de distribution exclusive de la musique de Hybe pour les 10 prochaines années. Très bien. Le groupe investissant en retour dans Weverse pour l'aider à se développer en Amérique du Nord. Gagnant-gagnant pour eux, perdant-perdant pour les autres. Mais Universal n'est pas la seule major à s'intéresser aux superfans, puisque la note de 2024 de Robert Kinsell, cette fois le PDG de Warner Music, évoquait le travail en interne d'un développement d'une application dédiée visant à développer un domaine, celui des relations entre artistes et fans, je cite, relativement inexploité et sous-monétisé. Ça fait envie. Warner Music qui avait également investi fin 2023 à côté de Sony Music, par ailleurs dans Fave, une plateforme des fans alimentée par l'IA, puisque évidemment tout est lié. Plateforme qui avait déjà attiré à elle plusieurs fandoms, dont les Swifties de Taylor Swift, les BTS Army de BTS, les hooligans de Bruno Mars, etc. Universal, Warner, Sony, et c'est aussi le cas de Spotify bien sûr, qui déclarait en début d'année dernière travailler à développer des clubs de superfans susceptibles d'inclure du contenu audio premium et inclus dans un nouveau forfait de luxe à destination des superfans, les gens. Ça fait sens. Et je pourrais vous parler aussi des abonnements de luxe chez Weverse ou de l'offre Super VIP de Tencent Music Entertainment, la plus grande société chinoise de streaming musical qui mise également sur les superfans pour développer son activité. Bref, les gens, l'industrie, comme cet édito, n'a plus que ce mot-là à la bouche, à plus forte raison qu'il ne s'agira pas à terme que de contenu numérique. L'actuel PDG de Live Nation, Michael Rapino, ayant récemment rappelé à plusieurs reprises que la société était en pourparlers avec Spotify, avec Apple et avec Amazon, les bras m'en tombent, concernant l'accès aux billets en prévente pour les abonnés du niveau super premium. Bref, des super fans partout, tout le temps, a fortiori dans un contexte de ralentissement de la croissance du streaming et d'accélération de la sursaturation des contenus. Sauf que tout ça, les gens, vous vous en doutez, c'est très très loin d'être une bonne nouvelle, puisqu'au-delà de tous ces jolis mots de centrer sur l'artiste, de renforcer les relations des fans avec celui ou celle dont ils ou elles sont fans, ce modèle de superfan doit être ramené à ce qu'il est réellement, un modèle prédateur de marchandisation de l'engagement, un modèle qui participe de toujours plus résumer les travailleurs et les travailleuses culturelles à de simples fournisseurs et fournisseuses de contenu médiatique, pris dans des systèmes autant dictés par des algorithmes que par des exigences commerciales, faisant glisser toujours davantage la discutable relation fan-artiste à celle de
clients fournisseurs et participant au passage d'aliéner et de détacher les artistes de toute velléité créative, puisque pour entretenir une relation constante avec leurs superfans, ces derniers devront non seulement bien sûr produire de la musique, mais aussi offrir des interactions sociales régulières, des performances en ligne, des contenus exclusifs et plus encore des exigences commerciales de plus en plus verticales, à monter des modèles basés sur les superfans, reflétant en parallèle des processus de concentration du capital dans l'industrie musicale, processus par lesquels quelques entreprises comme Spotify, comme Amazon, comme Hybe contrôlent et contrôleront à l'avenir toujours plus de la production et de la distribution musicale, le tout appuyé par des plateformes centralisées dominant le marché et pour des entreprises bénéficiant pleinement alors de l'extraction de valeur continue basée sur l'engagement émotionnel des individus qui se trouvent par ailleurs très souvent, dans le cas des superfans, être des mineurs. Ce que tout le monde a l'air d'oublier quand il s'agit d'enquiller des tonnes d'articles sur les superfans, avec toutes les problématiques supplémentaires que ça soulève. Et je pourrais vous parler également de la réduction inhérente avec un tel système, de la diversité musicale et culturelle au profil des seuls artistes capables d'agréger des communautés à la fois nombreuses et ultra engagées, participant de toujours plus former un marché segmenté, exigeant, uniformisant la culture, et tout ça sans parler des fractures culturelles qu'un tel modèle produira, de la question de la collecte des données, puisque ce sont évidemment pas les artistes qui vont les détenir. Bref, tout un ensemble de problématiques posées par ce modèle des superfans qui, à son tour, participera de poursuivre la tendance globale de ces industries culturelles de privatiser et de monétiser tout, absolument tous les aspects de la culture. Béris de Kakao Entertainment, c'est disponible dans 18 langues depuis la semaine dernière et probablement dans plus encore d'ici quelques mois. Ce n'est clairement que le début, les gens. Mais si tout ça comme moi vous stresse et que vous êtes super fan de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr soutenir celle-ci sur Patreon. Vous pourrez obtenir des photos dédicacées, des invitations à des pique-niques au Konomiyaki, Magret de Canard, sous les cerisiers, des journées portes ouvertes au tribunal correctionnel de Paris. On va se mettre bien Cette semaine, si vous avez été branché ne serait-ce que quelques secondes à cette chose qu'on appelle encore Internet, vous n'aurez pas pu passer à côté du grand événement jeu vidéo qui s'est tenu en ligne ce mercredi, la révélation complète ou quasi complète de la nouvelle console de jeu de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2, la suite de la Nintendo Switch première du nom, aka bientôt la deuxième console la plus vendue de l'histoire, avec ses plus de 150 millions d'unités vendues en 8 ans, ce qui est pas mal. Bref, une Nintendo Switch 2 plus grande, plus puissante, plus brillante, plus chère, beaucoup plus chère, mais aussi plus chargée en jeux de lancement, puisque cette heure de présentation par des pontes de chez Nintendo ce mercredi a surtout été l'occasion de rassurer quant au jeu de lancement pour la sortie de la machine le 5 juin prochain. Et c'est peu dire que ce lancement sera chargé avec du Mario Kart World, du Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, du Deltarune, du Civilization 7, du Street Fighter 6, j'en passe et beaucoup, mais c'est peu dire que le reste de l'année ne sera pas en reste, justement, lui non plus, puisqu'on pourra profiter d'un nouveau Donkey Kong Bonanza le 17 juillet, qui a l'air très cool. On aura du Wild Heart, du Demon X Machina, et puis quelque part, au milieu de l'été, ce jeu dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce, si vous écoutez l'émission en podcast, Drag and Drive de son petit nom, un jeu de sport en ligne avec des matchs en 3v3, mais pas n'importe quel sport, les gens, pas n'importe quel sport, puisque les joueurs et les joueuses prendront le contrôle d'un personnage en fauteuil roulant pour des parties d'handi basket, les manettes de la Nintendo Switch 2, les Joy-Con, étant alors utilisables comme deux souris simultanées qui feront office de maîtrise de chacune des deux roues de votre fauteuil. De l'handi basket en jeu vidéo, donc un sport en pleine prise de popularité ces dernières années, réputé pour son intensité et son petit côté bourrin, spectaculaire et cathartique, qui du fait des collisions fréquentes entre fauteuils. Handi basket 3v3 qu'on retrouvera par ailleurs cet été, et c'est une première au programme des Universiades d'été de 2025 qui auront lieu en Allemagne cet été, c'est dans le nom de l'événement, ce qui devrait encore donner un petit boost à la visibilité du sport, d'où certainement le timing de production et de sortie de ce Drag and Drive sur Nintendo Switch 2. Et que dire de cette première bande-annonce de jeu, les gens? Que dire de cette première bande-annonce si ce n'est
que c'est moche, mais que c'est moche. La direction artistique cendreuse et absolument criminelle, le style artistique digne d'un jeu de tir de science-fiction en pré-prod du début des années 2000 et hideux, le chara-design impersonnel au possible frise le soupçon d'avoir été généré par IA, les salutations entre joueurs rament comme un proche de Sarkozy en première instance et comble de tout, le jeu a l'air infernal à jouer avec ses grands mouvements de Joy-Con qui vont rayer votre table de salon en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Oh, mais c'est payant en plus !» Si vous avez vu quelques vidéos de personnes qui y ont joué hier sur certains stands de présentation de la Nintendo Switch 2, notamment à Paris, ça a l'air horrible. Grand mouvement de Joy-Con qui laisse par ailleurs un petit peu dubitatif du paradoxe évident qu'un jeu représentant un handisport, un sport, on le rappelle, dont les règles ont été aménagées spécifiquement pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, qu'un jeu représentant un handisport soit aussi dépendant d'un set de mouvements demandant autant d'amplitude et de précision pour être joué. Bref, ça a l'air vraiment pas fou, mais une fois que j'ai dit ça, il faut aussi reconnaître que ce drag and drive amène avec lui en même temps une vraie bouffée d'air frais, aussi imparfaite soit-elle, quant aux représentations du handicap dans le jeu vidéo, dans un contexte où depuis des années, des organisations caritatives comme Able Gamers, des joueurs comme Michael Fair, des développeurs, des consultants en accessibilité comme Ian Hamilton s'efforcent de porter à l'attention du public la relation complexe entre le handicap, l'accessibilité et le jeu. Et pour cause, en Big 2025, les représentations du handicap dans le jeu vidéo sont toujours éclatées au dernier sous-sol. Si la conception des personnages de jeux vidéo, elle, est devenue plus détaillée au fil du temps, la qualité de représentation de ceux ayant un handicap, elle, stagne ou progresse très peu. Et pour cause, le saviez-vous, les gens, nous vivons dans une société, oui, puisqu'il faut enfoncer tout de suite une porte ouverte et rappeler que le handicap n'est pas question d'une quelconque déficience, mais bien une construction sociale, un sous-produit du monde que nos sociétés créent, un handicap traité ici et ailleurs matériellement comme un état diminué d'humanité par rapport à un standard corporel qui lui serait valide, et c'est précisément ce modèle médical du handicap, plus que dominant dans nos sociétés contemporaines, que l'on retrouve structurant dans le monde du jeu vidéo, dans des œuvres qui quasi toujours incorporent inconsciemment les idéologies dominantes de leur temps. D'où le fait que dans ces jeux, les personnages ayant un handicap sont souvent associés à une imagerie sombre, ils sont fréquemment violents ou associés à un sentiment de danger. Les gens, le traitement catastrophique de Nathan Prescott dans Life is Strange, miam, 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 miam. Mais ils sont aussi régulièrement présentés comme incomplets ou défectueux, comme étrange ou à tout du moins malade, Gehrman de Bloodborne remplissant absolument toutes les cases en même temps à lui seul, puisque dans les jeux comme dans nos sociétés, il faut soigner, il faut fixer ces personnes avec un handicap, et dans les jeux, ils le sont carrément dans quasi 50% des cas. C'est colossal, comme le rappelle une étude menée par Curies en 2019, d'où cette ribambelle de jeux où soit le handicap n'est que temporaire, soit il est masqué par des prothèses qui vont venir non pas compenser, mais permettre bien au contraire des actions surhumaines, comme en témoigne le personnage d'Adam Jensen dans Deus Ex Human Revolution. Et ça, c'est quand les jeux veulent bien proposer des personnages ayant un handicap, puisqu'en proposant si peu, les jeux vidéo entretiennent le fantasme de la rareté du handicap. Dans un article de Jet Rochelle de mars 2021, sur un ensemble de 108 bandes annonces présentant des jeux, seulement 20 d'entre elles montraient un personnage ayant un handicap, mais surtout, moins de 1% d'entre elles impliquaient un personnage jouable, et ce alors même que selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ 15% de la population mondiale qui vit avec un handicap, soit plus d'1 milliard de personnes, les gens. Ça, c'est pour ceux qui étaient là dans les commentaires de ma chronique sur Assassin's Creed Shadows. Et il ne s'agit pas de forcer la diversité, les gens, mais de respecter le réel. Et quand un handicap est affiché à l'écran dans un jeu, c'est dans plus de 90% des cas un handicap physique pour son immédiateté esthétique, dirons-nous. Bref, c'est claqué. Et pourtant, certains jeux ont montré ces dernières années qu'il était possible de faire mieux, poussé aussi par le fait que le segment démographique ciblé par les ventes de jeux et qui était perçu comme majoritaire dans les années 80 a largement changé, par le fait que les équipes de développement elles-mêmes se complètent petit à petit, qu'il y a eu des prises de conscience sociale aussi, certes, mais bref, qu'il est possible de faire mieux. C'est la proposition intéressante du personnage de Lester Crest dans GTA V, présenté non pas comme un personnage handicapé, mais comme un personnage qui se trouve avoir un handicap. Ça peut sembler être un jeu sur les mots, mais ça présente une réalité radicalement différente, et ce même s'il est toujours relié à des activités criminelles. C'est des jeux comme Unfinished Swan et Beyond Ice qui ont fait ce travail d'offrir aux joueurs la possibilité d'explorer le monde de leur personnage sans prioriser son handicap sur ses autres traits. C'est bien sûr le personnage de Joker dans Mass
Effect, touché par la maladie des os de verre, mais largement développé en dehors de celle-ci. Comme quoi, les gens, il est possible de faire au moins un peu mieux. Et même s'il a l'air tout à fait claquax, ce Drag and Drive présenté en grande pompe dans un événement absolument central pour toute l'industrie du jeu vidéo, c'est pas rien et c'est peut-être même beaucoup. Mais ça, il nous faudra quelques années pour en juger. En attendant, les gens, si vous voulez vous cramer les jambes au Joy-Con, Drag and Drive, ce sera cet été sur Nintendo Switch 2 et probablement quelques mois après dans tous les bacs d'occasion de Micromania. Allez, tournée générale! À la famille, on choisit pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche. Ça, c'est clair, ouais. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Tu vas voir. Ça va tomber. Ça fait des années que je la maintiens à distance. Charlie, avec toi. Mais cette ordure ne laisse jamais tomber. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille. Dans la mort, il n'y a pas d'accident, pas de coïncidence, pas de mésaventure et pas d'échappatoire. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, alors vous vous souviendrez sans doute de ces quelques lignes de William Bloodworth, l'un des personnages récurrents de la célèbre saga de films d'horreur Destination Finale. William Bloodworth, incarné à l'époque par le désormais défunt Tony Todd. William Bloodworth qui avait ce rôle fonction d'expliquer littéralement la règle du jeu, prémisse fondamentale de la saga Destination Finale, à savoir: on ne peut pas échapper à la mort, et si celle-ci est trompée à un moment de votre vie, elle reviendra inexorablement finir son travail. Un concept simple qui avait permis de construire 5 films durant une méthode Destination Finale avec des personnages échappant miraculeusement à une catastrophe qui aurait dû leur coûter la vie, mais que la mort, frustrée d'avoir été ainsi contournée, va traquer un par un pour récupérer son dû. Chaque film mettant alors en scène des morts toujours plus spectaculaires, toujours plus absurdes les unes que les autres, dans ce qui est devenu une marque de fabrique des films Destination Finale, des films pas ouf par ailleurs, hein, on a un peu tendance à collectivement l'oublier, et si on avait tendance à l'oublier, c'est que sans nouvelles de la saga depuis 2011, on avait fini par penser que celle-ci elle-même n'avait pas pu échapper à son funeste destin. En cause, un essoufflement graduel des recettes en salle, bien sûr, la répétitivité de la formule aussi, mais également la restructuration des studios chez Warner New Line qui avait poussé à donner la priorité à d'autres franchises super héroïques notamment, et ce, même si l'envie de faire de la thune était là depuis le Destination Finale 5 de 2011 avec Tony Todd justement qui soulignait à qui veut l'entendre à l'époque que dans un Destination Finale 6 il y aurait un gros accident en montagne. C'est pas un projet Tony, ça. C'est pas comme ça qu'on pitch. En 2013, le producteur Craig Perry réalisait même avec Alexander McNeil un concept trailer avec une éventuelle suite se passant au Moyen-Âge. Mais c'est finalement en 2019 qu'ont été rapatriés Patrick Melton et Marcus Dunstan de la franchise de films d'horreur Saw pour écrire le scénario initial d'un Destination Finale 6, décrit comme une réinvention de la franchise. Même si Craig Perry dit que non, alors que le créateur de la série, Jeffrey Reddick, dit que oui. Projet bien engagé. En octobre 2021, Loris Evans-Taylor, la scénariste du film Célador, est annoncée comme la nouvelle scénariste de ce projet Destination Finale 6, by Patrick et Marcus. En septembre 2022, c'est Zach Lipovski et Adam Stein qui ont été sélectionnés parmi 200 candidats pour réaliser le film après qu'ils ont mis en scène une mort fictive lors d'une réunion Zoom avec les dirigeants et les producteurs de New Line. Heureusement que c'était pas un film pour adultes ou un film de baston. Bref, ce sont rapidement enquillés au casting de ce Destination Finale 6 tout un tas de nouveaux noms pour la saga. Kathleen Santaruana, Théo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, mais aussi Tony Todd dans son rôle de William Bloodworth quelques mois avant son décès en novembre dernier. Pour un film au tournage bouclé depuis début 2024 et qui depuis s'est offert un nom
Destination Finale Bloodlines, une date de sortie en salle le 16 mai prochain et une vraie bande-annonce sortie la semaine dernière, devenue en quelques heures la deuxième bande-annonce d'un film d'horreur la plus vue de l'histoire, après celle du film Ça d'Andy Muschietti de 2017, bande-annonce qui, loin, très loin de nous présenter une réinvention de la franchise, nous a présenté au contraire, comme vous avez pu en juger en introduction de cet édito, une succession de morts ou de promesses de mort élaborées, archétypales de la série, toutes littéralement plus spectaculaires les unes que les autres, avec ces personnages chutant dans des tours de plus de 300 mètres de haut, écrasés par des porte-tambours ou passant, ni vu ni connu, sous des tondeuses à gazon téléguidées. Le tout dans une bande-annonce qui nous a présenté également Stephanie Lewis, incarnée par Kathleen Santaruana, justement, une étudiante tourmentée par des cauchemars récurrents et violents qui retourne chez elle pour retrouver la seule personne capable de briser ce cycle et sauver ainsi sa famille d'une inévitable fin macabre. Même si à la fin, ce sera probablement inévitable quand même, Monsieur Anderson, puisqu'il faut bien reconnaître à la saga Destination Finale une certaine vision fataliste du destin qui lui a parfois valu d'être targué d'œuvres conservatrices dans sa présentation, que toute tentative d'échapper à celui-ci était vouée à l'échec et que chacun dans ce monde a une place fixe qu'il ne peut contourner. Une critique qui a en réalité eu moins souvent lieu dans le contenu réel du film que pour son appartenance à un genre jugé lui-même globalement conservateur, le slasher movie. Les slashers, les gens, cette typologie de film d'horreur, vous connaissez, où un tueur masqué traque et élimine un groupe de personnages, souvent de la manière la plus brutale et la plus graphique possible. Un groupe de personnages dont il ne restera plus personne à la fin, si ce n'est la fameuse Final Girl, qui avait tout compris avant tout le monde et qui finira par se débarrasser d'une façon ou d'une autre du meurtrier. Les slashers, une typologie de film initiée par les films Massacre à la tronçonneuse et Black Christmas de 1974, mais surtout popularisée par Halloween de John Carpenter de 1978, des films qui vont dans leur sillon entraîner un peu plus d'une décennie durant la production de pas moins de 300 films du genre, même si malgré les succès, peu ont connu un développement en franchise aussi massif qu'Halloween, que Vendredi 13, que Les Griffes de la Nuit, qui ont nettement dominé le box-office horrifique des années 80. Les slashers, enfin, cette typologie de films qui ont aussi des années durant été considérés, notamment par les critiques et les médias, comme des films violents, comme des films vulgaires, comme des films profondément conservateurs, notamment du fait que de jeunes personnages étaient régulièrement punis de mort pour leur comportement transgressif, que ce soit du fait de leur rapport à la sexualité, de leur rapport aux drogues ou de leur rapport à l'autorité étatique et ou parentale. Bref, une imagerie d'œuvres profondément conservatrices, voire un rien réac, traitant vaguement de l'adolescence comme une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, caractérisée par des tensions et des changements. Les personnages adolescents de ces films-là y étant le plus souvent dépeints comme des monstres potentiels avec leur comportement transgressif, leur désir sexuel, leur indépendance naissante. C'est terrifiant, rien qu'au fait de le dire. Les slashers représentant alors, nous disait-on et nous dit-on encore trop souvent, une simple réflexion sur l'innocence perdue et sur la corruption de la jeunesse. D'où le fait que la Final Girl, si présente dans les slashers des années 70-80, soit quasi toujours une femme jeune, intelligente, mais surtout chaste, qui est la seule à comprendre la menace et à y survivre. Sa survie biologique et sociale étant alors entièrement corrélée à son attitude morale. Sauf qu'en décorrélant ainsi l'analyse des slashers de leur époque de conception et de production, il me semble qu'on se coupe d'une grande partie des potentialités de lecture de ces films et des analyses des tropes qui y étaient et qui y sont encore présents, puisque, comme le souligne Karakvaran dans son chouette papier You Are All Doomed, une analyse socio-économique des slashers, autant la production de ces films que leur réception et leur succès s'expliquent en grande partie par le contexte socio-économique de l'époque. Si pour certains, de l'autre côté du capital, les années 80 ont été perçues comme une période de prospérité sous le mandat de Ronald Reagan, il faut aussi redire, comme on avait pu le faire à plusieurs reprises dans l'émission, que ces mêmes années 80, ont surtout marqué, et a fortiori pour les classes populaires et les nouvelles générations, une érosion concrète et matérielle des grandes promesses du rêve américain. La déréglementation des industries, la fin de l'État-providence, les réductions fiscales pour les entreprises et les particuliers les plus riches, censées stimuler l'investissement et la création d'emplois, mais en fait non. La réduction des dépenses publiques, entre autres politiques néolibérales, ont eu un impact direct sur les jeunes Américains qui ont dû faire face à l'époque à un taux de chômage élevé, à une montée du travail précaire et à des emplois temporaires, à une hausse des frais de scolarité, à un accès plus restreint aux études supérieures pour les jeunes des classes populaires et ou issus de minorités, ou encore faire face à l'endettement étudiant. Bref, autant d'éléments qui ont mené une grande partie de la jeunesse, notamment populaire de ces années, à vivre une désillusion croissante, l'écran de fumée de la promesse d'un ascenseur social qui permettrait à tous d'accéder à la réussite s'étant dissipé peu à peu. Or, ce qu'on oublie souvent de rappeler
rappeler les gens, c'est que c'était de facto ce public-là qui était visé avec les slashers des années 80 et ce public-là autour duquel s'est construit la rentabilité du genre. Des slashers d'autant plus présents que ceux-ci étaient peu coûteux à produire avec leur scénario répétitif et leurs acteurs bien souvent débutants et mal payés, vous l'imaginez bien. Mais Lex, attends. C'est bizarre cette histoire. Tous ces jeunes qui enquillent en salle des slashers conservateurs qui leur veulent du mal. Oui. Ou peut-être que si les films d'horreur des années 80 ont souvent été qualifiés, il est vrai, de divertissement réganien, mettant en valeur l'hégémonie blanche et patriarcale, bon nombre de slashers, eux, constituaient à contrario une forme de contrepoint en illustrant de manière violente les échecs du modèle économique dominant dans des films mettant en scène des environnements familiers, la banlieue américaine, le camp de vacances, le lycée, autant d'environnements se révélant de plus en plus dangereux, dans des films où l'absence ou l'inefficacité des adultes fait foi. Dans Halloween, c'est les parents, c'est les policiers, mais c'est aussi la figure d'autorité du psychiatre avec le personnage pourtant récurrent du Dr Loomis, incarné par Donald Pleasence, qui passe son temps à traquer Michael Myers sans jamais pouvoir l'arrêter. Dans Les Griffes de la nuit, ce sont les parents qui aggravent la situation en tentant de protéger leurs enfants, comme un écho aux politiques réganiennes compromettant l'avenir des plus jeunes. Mais c'est aussi plus globalement, dans ces films, toute une modernité technologique qui s'effondre en miroir aux politiques de déréglementation, de soutien aux investissements privés et au développement des technologies militaires, favorisant ainsi l'essor de la Silicon Valley des industries de défense sous Reagan, une technologie dans ces slashers qui, si elle devrait assurer la sécurité, disait-on, échoue ici en réalité systématiquement, les armes à feu n'ayant souvent aucun effet sur le tueur, l'électricité, les téléphones, les voitures étant régulièrement hors d'usage, voitures habituellement symbole de la liberté des adolescents et de l'essor de la classe moyenne, devenant ainsi un instrument de trahison, dans des films aussi où l'on peut, et à raison il me semble, considérer que le tueur peut être une sorte de force régulatrice, cherchant à nettoyer la société des transgressions et à rétablir l'ordre. Il faut aussi rappeler qu'il témoigne en même temps aussi d'une violence extrême, comme miroir de l'exagération des mécanismes de contrôle sociaux et critique de la manière dont les systèmes sociaux répriment et punissent de manière disproportionnée les individus qui dévient des normes. Et à bien y regarder les gens, à bien y regarder, même la final girl des slashers des années 80, imposant bien sûr, une survivante souvent puritaine, valorisant une féminité conforme aux normes patriarcales, tandis que les autres femmes perçues comme transgressives sont punies par la mort, tout ça est acté. Même la final girl, à bien y regarder, est à remettre au contact de la réalité économique des années 80, dans un contexte où le coût des études explosait, où le chômage touchait massivement les jeunes, où l'ascenseur social s'effondrait, où cette final girl faisait aussi et peut-être surtout le jeu de la métaphore d'une survie dans un monde nouveau, néolibéral, incarnant pour elle l'idéal d'une jeunesse qui devait se battre seule pour échapper à la précarité. Et ce qui est assez fascinant par ailleurs, c'est que le slasher en déclin dans les années 90 a retrouvé une pente ascendante au début d'une nouvelle crise économique, celle des années 2000, avec notamment la production des remakes attendus d'Halloween, de Vendredi 13, des Griffes de la nuit, respectivement en 2007, en 2009 et en 2010, des remakes qui adaptaient leurs personnages en les faisant passer d'un milieu plutôt bourgeois à un milieu ouvrier ou précaire, reflétant et actant ainsi la perte d'illusion d'une possible ascension sociale dans un avenir plombé par la dette étudiante et le chômage. Les années 2000, une période propice donc à la réinvention, au renouveau des slashers avec toute cette période de slashers dits tardifs. C'est Scream à la fin des années 90 et toute sa batterie de films très méta et postmodernes qui revenaient sur et jouaient avec les codes du genre, mais c'est aussi Urban Legend, c'est La cabane dans les bois, c'est Beyond the Mask, c'est Souviens-toi l'été dernier, et c'est bien évidemment Destination Finale en l'an 2000, Destination Finale qui arrivait en pleine récession du début des années 2000, mais aussi en pleine explosion des nouvelles technologies avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, de nouvelles formes de communication qui ont transformé la société, la manière dont les gens s'informent, interagissent et plus largement vivent. Un changement doublé d'une crise, entraînant avec lui aussi une certaine anxiété collective autour de la perte de contrôle, de la surveillance et de l'invisible. Tiens donc, les thèmes de Destination Finale, c'est étrange cette histoire. Et c'est bien dans ce cadre qu'il me semble qu'il faut relire Destination Finale, dont la fatalité et l'inéluctabilité du destin opéraient une critique de l'illusion de contrôle personnel qui caractérise le néolibéralisme. Peu importe les efforts individuels, le système reste fondamentalement arbitraire et incontrôlable et n'offre aux individus aucun échappatoire, puisque, contrairement à un bon nombre de slashers des années 80, les morts dans Destination Finale n'étaient le plus souvent ni punitives ni morales, elles étaient absurdes et non méritées
vérité, laissant planer tout du long un fort sentiment d'injustice contre lequel personne ne pouvait se prémunir. Dans Destination Finale, ni la famille, ni vos amis, ni l'État ne pouvaient vous sauver. Le film rappelant, malgré ou grâce à lui, que dans un monde marqué par le chaos économique, la compétition et la chance, les règles sociales et les efforts individuels n'ont aucune garantie de protection contre la fatalité et que la mort est aussi aléatoire que le système économique lui-même. A fortiori, que vous le savez si vous avez encore le film en tête, le cut brutal du dernier écran noir du premier film souligne que le danger persiste, que la peur ne disparaît pas avec le générique de fin, évoquant là aussi un système qui maintient les individus dans des incertitudes permanentes par leur précarité économique, par leur instabilité sociale, par leur peur du déclassement, puisque dans Destination Finale, la peur n'est plus liée à une menace visible, mais à une angoisse diffuse et omniprésente, reflet de bon nombre de jeunes américains, notamment de classe populaire de ces années-là, et rappeler toute cette filiation de Destination Finale au slasher, mais aussi à son contexte de production, me semble d'autant plus intéressant que ce nouveau Destination Finale Bloodlines, lui aussi, arrive en pleine nouvelle crise économique mondiale, un terreau propice à la réémergence de nouveaux slashers, prêts à apporter avec eux un nouveau regard violent sur le monde. Destination Finale Bloodlines, les gens, ce sera le 16 mai prochain dans les salles françaises, en espérant que le film ait encore là quelque chose à nous dire sur son temps, ce qui le pousserait de facto, n'en déplaise à son producteur Craig Perry, à réinventer une saga vieille de plus de 20 ans, dans quel cas on pourra regarder ce dernier dans les yeux et lui dire le rictus au coin des lèvres. Tu vois, ça va trancher, Perry. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. In order to survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to. Arlésienne, nom féminin, personnage de fiction attendu et qui n'arrive jamais. Par extension, une chose dont on parle mais qui ne se produit jamais. Un spectateur sortant d'une salle de cinéma en se disant « Hey, pas mal ce film Marvel, c'est une Arlésienne ». L'incarcération d'un homme ou d'une femme politique après que celui-ci ou celle-ci a pourtant été condamné à la prison ferme, c'est une Arlésienne. Une habitante de la ville d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, c'est une Arlésienne. Mais parce qu'il arrive parfois que les Arlésiennes, précisément, aient aussi une fin, une réalisation, quelle ne fut pas la surprise, modérée, il était temps, mais quelle ne fut pas la surprise quand même pour beaucoup de découvrir enfin des images du jeu vidéo Metroid Prime 4 Beyond en juin de l'année dernière, mais surtout jeudi dernier avec cette fois une vraie bande-annonce complète 7 ans après l'annonce de son seul logo en 2017 lors d'un événement en ligne organisé par Nintendo. Souvenez-vous les gens, souvenez-vous à l'époque ces centaines de vidéos réactions de gens hurlant au lever de voile d'un simple logo pour Metroid Prime 4. Quel logo, hein, faut dire. Et puis, rien. 7 longues années durant lesquelles on avait fini par se convaincre que ce Metroid Prime 4 n'était au fond qu'une cuillère, autrement dit que le jeu n'existait pas, a fortiori au fil des déclarations d'année en année, soulignant que celui-ci avançait bien chez les studios de développement japonais et singapouriens de Bandai Namco, mais qu'en fait pas du tout et que le jeu était totalement relancé en interne après avoir été agrippé par Nintendo pour sa filiale Retro Studio, déjà à l'œuvre sur les 3 premiers Metroid Prime. Relance annoncée en 2019 et puis rebelote, plus rien, pas une news si ce n'est courant 2020 la publication d'offres d'emploi pour des storyboarders qui auraient pour mission de travailler sur des scènes émouvantes, alors qu'il suffisait de filmer les équipes de Bandai Namco en plein burn-out sur une version du jeu qui n'aura finalement jamais existé, ça coûtait moins cher. Bref, on avait fini au fil des années par accepter tous et toutes plus ou moins l'idée que dans le meilleur des cas, on finirait juste par jouer à un logo Metroid Prime 4. Je lui fais faire une rotation de 90 degrés. Excellent, c'est parti pour le niveau 2. Oui, on fait un petit peu de game design en amateur, à soft power, oui, c'est vrai, absolument. Bref, un simple logo pour Metroid Prime 4, devant lequel, pendant ces 7 longues années, avait soigneusement été érigé un hôtel de prière, reflet d'une interminable attente pour beaucoup. Attente d'autant plus justifiée qu'il faut rappeler le succès qu'avait été la trilogie Metroid Prime, a fortiori le premier, qui a été pendant quasi 20 ans le Metroid le plus vendu avec ses 2,84 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Succès commercial doublé d'un succès critique à l'époque, notamment pour Metroid Prime premier du nom qui avait topé le prix du jeu de l'année à la Game Developer Conference de 2003, mais aussi des prix en ligne de jeux
jeu de l'année par les médias GameSpot, GameSpy, Edge, etc. Un succès critique qui avait débouché sur un second Metroid Prime 2 Echoes en 2004, sur un troisième Metroid Prime 3 Corruption en 2007 et désormais, quasi 20 ans plus tard, sur ce fameux Metroid Prime 4 Beyond, puisque c'est son nom, pleinement dévoilé, comme je vous le disais, dans une vraie bande-annonce de gameplay jeudi dernier lors d'un impromptu événement en ligne Nintendo Direct, une vraie bande-annonce de plus de 3 minutes dont vous avez pu voir ou entendre, je vois que je me fais spoil dans le chat, voir pu ou entendre un extrait au début de cet édito et qui rappelle instantanément ce qui avait fait le succès et le sel de la trilogie Metroid Prime, à savoir prendre le pari de déplacer la structure non linéaire des précédents jeux Metroid tout court pour épouser cette fois la pleine aventure à la première personne. Une pleine aventure qui nous amènera cette fois sur la planète Vuros, dont Samus tentera de percer les nombreux secrets tout en se battant pour sa survie, en tentant d'échapper à Silux, un renommé chasseur de primes qu'on avait notamment pu entreapercevoir il y a quasi 20 ans dans une scène post-générique de Metroid Prime 3. La boucle est bouclée, une belle bande-annonce pour Metroid Prime 4, donc avec sa forêt luxuriante, ses nouvelles races extraterrestres, ses zones à scanner de fond en comble, ses nouveaux pouvoirs, notamment psychiques, qui permettront à Samus, entre autres, de faire fonctionner de nouveaux mécanismes et de guider ses tirs comme Neo dans Matrix. Une belle bande-annonce sans toujours aucune date de sortie, si ce n'est un bien avare 2025. Mais paradoxalement, si ce nouveau lever de voile autour de ce qui sera très certainement l'un des tout derniers grands titres de la Nintendo Switch première du nom est aussi intéressant, ce n'est pas pour autant par ce qu'il montre que par ce qu'il ne montre pas, à commencer par sa protagoniste Samus Aran, constamment en armure et que vous jouez à la première personne. Et ça, dans l'histoire de Metroid, c'est particulièrement signifiant, puisqu'il faut se rappeler qu'en 1986, quand sort le tout premier Metroid, un jeu à défilement latéral classique avec une bande-son 8 bits et des combats de boss spatiaux très arcade, celui-ci offrait une fin tout à fait particulière, souvent retenue comme l'une des fins contenant l'un des plus grands twists de l'histoire du jeu vidéo. Le personnage principal, Samus, construit comme un archétype masculin pendant tout le jeu, et ce jusque dans la notice américaine qui le genrait au masculin, se révélait en réalité être, une fois sa combinaison spatiale exosquelette orange et vert retirée, une femme de plus en plus débattue au fur et à mesure que vous terminez le jeu rapidement, soit, mais une femme dont la représentation codée et la révélation au public font fortement écho, comme le soulignaient certains auteurs, et notamment Evelyn Deschênes et Travis Merton dans le très intéressant livre Queerness in Play, dont je vous mets bien sûr les références en description, à la façon dont sont codées puis révélées les femmes transgenres au cinéma, a fortiori que cette scène finale du premier Metroid se fait de manière entièrement narrative, sans aucune interaction avec le joueur, la rapprochant encore davantage du cinéma. Révélation des femmes transgenres au cinéma dans des scènes où les corps étaient et sont habituellement encore exposés pour choquer, qu'il s'agisse là de scènes où une protagoniste devait ou doit se déshabiller devant un miroir pour se bander les seins, doit exposer ses parties génitales pour telle ou telle raison. Bref, autant de scènes là pour générer, comme le souligne Jake Halberstam dans son article sur le regard transgenre au cinéma, un choc, une réaction viscérale chez le spectateur, des moments cinématographiques s'appuyant sur la déstabilisation du regard dominant dans nos sociétés, un regard prenant pour acquis que les identités de genre sont fixes, binaires et alignées sur le sexe assigné à la naissance, une déstabilisation de ce regard permettant ainsi au public d'adopter temporairement un regard transgenre, comme le souligne Halberstam, un regard qui remettrait en question les normes de genre et qui permettrait ainsi d'adopter temporairement une autre perspective, ouvrant la possibilité que l'identité de genre repose sur des perceptions et des performances plutôt que sur un corps stable et défini. Oui, sauf que ces grandes révélations de femmes transgenres au cinéma, en plus d'être très souvent circonscrits à la seule question des organes génitaux, ont régulièrement, si ce n'est quasi exclusivement des décennies durant, été réalisées à travers une mise en scène pathologisante et dramatisant l'existence trans. C'est la découverte du corps de Jill qui mène à une scène de vomissement dans The Crying Game en 1992. C'est l'exposition du corps de Brandon Tina liée à la violence et au meurtre dans Boys Don't Cry de 1999. C'est la pathologisation du personnage de Liz dans Dog Day Afternoon de 1975, etc., etc. Et c'est à cette tendance que fait écho le premier Metroid de 1986, en prenant ses représentations autant à la lettre qu'à revers, puisqu'au lieu de découvrir qu'un personnage perçu comme femme est en fait un homme trans ou une femme trans selon la lecture du film, on découvrait ici qu'un personnage perçu et vendu comme masculin était en réalité une femme. La révélation de la vérité de son corps, transformant la fin en une sorte de scène de coming out,
toujours centrée sur ses organes génitaux, largement épousée par son bikini. Évidemment, on est toujours en 1986, mais une sorte de scène de coming out quand même, où joueurs et joueuses devenaient alors témoins de cette transformation identitaire, Samus quittant sa combinaison spatiale inadaptée et le joueur devant alors faire face au fait qu'il a joué tout du long en tant que femme, à plus forte raison que le jeu se terminant immédiatement après la révélation, les joueurs n'avaient pas la possibilité de rétablir leur identité masculine par l'action, les laissant ainsi avec leurs troubles. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas là non plus de dire que Metroid est une grande œuvre queer consciente, encore que Hirofumi Matsuoka, qui a participé à la conception originale du personnage de Samus, aurait affirmé à l'époque du développement que Samus précisément était une new half, un terme problématique popularisé au Japon dans les années 80-90, notamment dans le milieu du divertissement et de l'industrie du sexe, et véhiculant une vision réductrice et exotisante des femmes trans au Japon, mais des femmes trans quand même. Est-ce que ça a vraiment été dit et sur quel ton ça l'a été? Ça, on ne sait plus, mais non, il ne s'agit évidemment pas de dire que Metroid est une grande œuvre queer consciente, d'autant plus que la transformation finale de Samus réduit aussi son corps à une récompense pour le joueur, reconduisant aussi le regard masculin hétéronormé. Mais il faut dire que cette transformation apportait avec elle et porte davantage encore aujourd'hui aussi en elle suffisamment d'ambiguïté qui ont amené le personnage à devenir une figure importante dans les débats sur le genre dans le jeu vidéo, notamment aux États-Unis. Les woke, Lex, tu veux dire les woke, dis les termes. Concentre-toi, Arnaud, c'est pas le sujet. Bref, une figure importante dans les débats sur le genre dans le jeu vidéo qui rappelle que si la lecture de Samus en tant que personnage queer ou trans peut sembler exagérée au premier abord et doit par ailleurs continuer d'être discutée, elle s'inscrit cette fois indiscutablement dans une dynamique où le public redécouvre et réinterprète des œuvres passées à travers de nouveaux prismes culturels, et ce d'autant plus indiscutablement que toute la franchise Metroid joue avec la perception du genre. C'est la touche de maternité symbolique dans Super Metroid, c'est les monologues internes de Metroid Fusion, c'est une figure quasi post-humaine dans Metroid Dread, c'est évidemment la trilogie Metroid Prime où l'ambiguïté est renforcée par l'absence de toute mise en scène du genre, par l'absence de dialogue, d'interaction genrée, neutralisant au passage le corps par la première personne et par l'omniprésence de l'armure, dans une sorte de science-fiction post-genre absorbée dans un récit d'exploration et de mutation où l'identité de Samus est secondaire face à sa fonction de survivante et de guerrière. Metroid Prime, dont il avait été révélé à l'époque par certains chercheurs qu'un nombre important de plaintes autour du jeu concernait l'absence d'objectification de Samus dans le générique de fin. Bravo les gars, effectivement il fallait que vous soyez là. Et oui, 1980, c'est pas du tout, c'était le début des années 2000 les gens, excellent. Mais c'est aussi Metroid Other M de 2010, un jeu qui avait suscité beaucoup de débats à l'époque de sa sortie, notamment du fait de sa représentation éclatée de Samus, il faut le dire, en la réduisant à une figure féminine hyper émotionnelle et placée sous la tutelle d'un homme. Bref, Metroid et notamment Samus ont toujours été des figures importantes dans les débats sur le genre dans le jeu vidéo, et il me semble qu'il serait vivement intéressant de ce côté des représentations lorsqu'on pourra enfin parcourir le monde de Metroid Prime 4 Beyond, qui promettant des scènes émouvantes au sein du cadre bien installé des Metroid Prime avec leur première personne, pourrait mener à de nouveaux chemins de réflexion et servir à de nouveaux supports pour bon nombre de joueurs et de joueuses à travers le monde. Metroid Prime 4 Beyond, ce sera cette année sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2 en version améliorée, et j'ai personnellement très hâte de mettre les mains dessus pour y jouer, après quoi les gens, je pourrais bien faire genre. And Andrea is also the handler of Fortune. So these are two dogs, same breed, same handler, duking it out here head to head right at the end of the class. And this dog is also a national agility champion. Look at her drive that dog walk. I think we can see why. Spectacular. That was absolutely spectacular. Same thing with these wave poles. Et oui, les gens, c'est déjà la fin des éditos de cette semaine et déjà l'heure de la rubrique rétro de l'émission. Rubrique rétro, souvenez-vous, on prend la date du jour, on remonte le temps et on regarde ce qu'on peut bien raconter d'un petit peu intéressant, même si c'est vite dit, sur un événement culturel du passé. Et oui, je sais que vous avez beaucoup de questions au sujet de cet extrait que je viens de vous diffuser du championnat d'agilité Masters 2025 du Westminster Kennel Club. Et en tout cas, les commentateurs avaient l'air de trouver ça exceptionnel. Force à eux. Et si je vous ai montré ça en introduction de ce mini édito rétro, c'est qu'on est le 4 avril et qu'il y a 153 ans a été fondé le Kennel Club, historiquement la première société cynologique du monde, le plus ancien club canin reconnu. Et oui, on va vraiment parler de ça les gens, oui. Le Kennel Club donc, un club chargé de superviser diverses activités canines, des expositions, des concours, mais ce qui s'est surtout donné pour mission de gérer le registre national des chiens de race au Royaume-Uni, tout en agissant comme groupe de pression sur les questions canines. Mais
Pour comprendre tout le problème du Kennel Club, les gens, il faut remonter à sa création et plus précisément à l'époque de sa création. Avant le 19e siècle, l'élevage canin, qui n'était pas aussi technologiquement sophistiqué et scientifiquement informé qu'il ne le deviendra plus tard, se préoccupait principalement de la fonction des chiens plutôt que de leur apparence physique. Comme l'a souligné l'historien Kestomas concernant l'Angleterre au XVIIe siècle, les chiens différaient en statut parce que leurs propriétaires différaient, ce qu'un autre historien, Manabu Tsukamoto, nommera quant à lui un mode féodal de possession des chiens, où la possession dépendait du statut social et où les divisions sociales humaines étaient appliquées à certains types de chiens, tout en gardant à l'esprit que la grande majorité des chiens à l'époque erraient principalement en se nourrissant en petits groupes dans les rues et à la périphérie des villes, bien entendu, mais à la moitié du 19e siècle, poussés par l'industrialisation, poussés par la commodification capitaliste des animaux de compagnie, poussés par les différentes révolutions scientifiques, poussés par l'émergence d'une classe moyenne dont une partie va chercher à imiter les pratiques de possession des chiens de l'aristocratie et à se distinguer de la classe ouvrière, mais aussi poussés par l'essor des idéologies sur la pureté et la généalogie portée par l'impérialisme britannique, on assiste à l'époque à l'émergence, d'abord en Grande-Bretagne, puis diffusée dans le reste du monde impérial, d'un mode moderne de possession de chiens. Comprenez ici une nouvelle forme de gestion des chiens, les définissant désormais par race, un attribut déterminé par l'apparence physique plutôt que par la fonction, avec tout un développement de mouvements pour sélectionner et maintenir des races pures, particulièrement en Europe, mais aussi de clubs canins, dont le Kennel Club à l'époque. Et c'est dans ce cadre qu'à la fin du 19e siècle, de nombreuses races avaient été codifiées, ainsi que les manières de s'en occuper, comme la gestion stricte de leur déplacement, de leur reproduction, de leur exposition, de leur vente, avec tout le mépris et la violence grandissant que vous pouvez imaginer au passage pour les chiens errants. Et comme le souligne ce très chouette livre, L'Empire des chiens d'Aaron Skebland, qui m'a beaucoup aidé à penser cet édito et dont je vous mets les références là aussi en description, au fur et à mesure que l'impérialisme occidental s'étendait dans le monde, ces nouveaux chiens et ces nouvelles pratiques se répandaient avec lui, soutenant alors l'expansion et la domination impériale. Autrement dit, chiens et impérialisme étaient inextricablement liés et se soutenaient mutuellement, des comportements et actions de ces chiens influencés par l'élevage et l'entraînement, renforçant alors le plus souvent les pratiques impérialistes, leur puissance symbolique ayant été par ailleurs bien plus influente que celle d'autres animaux de l'Empire. C'est cette fameuse carte des chiens du monde de 1933 que vous pouvez facilement trouver en un clic sur Google, qui illustre cette géographie canine impérialiste où les races de chiens sont associées à des États-nations et à des structures impériales, les races britanniques puis européennes dominant largement cette carte, là où les races indigènes des colonies étaient soit ignorées, soit représentées par des chiens sauvages ou exotiques. Et quelle institution, les gens, quelle institution a joué un rôle prépondérant dans la codification, dans la classification, dans la hiérarchisation des races de chiens et même dans la création de cette carte tout éclatée? Le Kennel Club dans le mille, les gens. Le Kennel Club aidé de son homologue américain tant qu'à faire. Kennel Club dont les responsables encourageaient et encouragent toujours par ailleurs vivement la participation de la royauté et de la bourgeoisie à leurs expositions canines, bien sûr. Et je pourrais encore vous en parler des heures, mais je passerai mon temps à vous citer l'Empire des chiens. Alors si vous souhaitez creuser le sujet, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, aujourd'hui, les gens, c'est le 153e anniversaire du Kennel Club. Et la prochaine fois que vous verrez des images de chiens de race qui courent, Forest, dans des tubes en plastique, vous saurez désormais doublement pourquoi c'est pas ouf. Spectaculaire, qu'elle disait l'autre. Heureusement, les gens, heureusement qu'on a les brèves de l'émission pour penser à autre chose. Why me? Why am I always the one that's different? They look at me with those eyes like I'm some kind of monster. Well, one day they will acknowledge me. I will keep fighting. I will keep pushing through. I will become the Hokage no matter what. Because that is my way of ninja. Le saviez-vous? Condition générale d'utilisation de soft power. Soft power ne se trompe jamais et ses dons de préscience ne lui ont jamais fait défaut, sauf quand je raconte n'importe quoi. Mais en l'occurrence, ici et une nouvelle fois, j'avais raison, puisque souvenez-vous, dans l'émission du 10 janvier dernier, je vous avais parlé lors d'un édito qui partait d'images de Keanu Reeves grimé en Jésus-Christ, du business des fausses bandes-annonces sur Internet et de comment celles-ci enrichissaient de fait les grands studios de cinéma et de pourquoi ces derniers avaient tout intérêt à les maintenir. Eh bien, on en sait un petit peu plus à ce sujet, puisque la semaine dernière, un article du média Deadline a révélé qu'au lieu de faire respecter le droit d'auteur sur les publicités contrefaites que sont toutes ces fausses bandes annonces qui pullulent sur la toile, je vous invite à réécouter la chronique de janvier que je vous mets en description. Ces studios hollywoodiens préfèrent demander directement à YouTube de s'assurer que les revenus publicitaires générés par les vues de ces bandes annonces leur reviennent directement, que celles-ci emploient des images de films existants ou non par ailleurs, qu'elles carburent à l'IA ou non.
peu importe. Ce qui compte, c'est la propriété intellectuelle. On apprend ainsi que des emails consultés par Deadline montrent comment Warner Bros. Discovery a réclamé la monétisation des bandes annonces de la célèbre chaîne de fausses bandes annonces Screen Culture pour Superman et House of the Dragon, que Sony Pictures en a fait autant pour Spider-Man et Kraven the Hunter, que Paramount l'a fait également pour Gladiator 2, etc. etc. Il n'y a pas de petits profits, mais sans doute de gros problèmes, comme le souligne le SAG-AFTRA au micro de Deadline. Je le cite, monétiser des utilisations non autorisées, indésirables et de qualité inférieure de la propriété intellectuelle centrée sur l'humain est une course vers le bas. Cela favorise les entreprises technologiques et les gains à court terme au détriment de l'effort créatif humain durable. Oui, c'est vrai, mais à moins de travailler à faire basculer les actuels rapports de force en place, tout ça n'est pas prêt de s'arrêter, les gens. On continuera de suivre ça dans Soft Power, évidemment. Japon aussi, avec les conclusions remises il y a quelques jours de la commission indépendante enquêtant sur les allégations d'agression sexuelle de Masahiro Nakai. Petit résumé des épisodes précédents si vous n'avez pas suivi l'affaire. Masahiro Nakai, c'est cet ancien membre du groupe SMAP, un groupe de légende ici, et c'est aussi cet animateur de télévision majeur au Japon, ce producteur majeur au Japon aussi, impliqué dans une affaire d'agression sexuelle qui a eu et qui a encore des répercussions importantes sur les industries japonaises du divertissement. Fin 2024, un tabloïd local qui est d'ailleurs en train de se constituer ces dernières années comme un petit Mediapart local, c'est assez fascinant. Un tabloïd local avait publié un article selon lequel Masahiro Nakai aurait eu des relations sexuelles non consenties avec une femme anonyme d'une vingtaine d'années en juin 2023. Femme à qui Masahiro Nakai aurait versé un dédommagement substantiel, plus de 500 000 balles. Et l'affaire s'est, vous l'imaginez bien, rapidement emballée. Masahiro Nakai présente des similées excuses en janvier par l'intermédiaire de son agence, tout en niant les allégations d'agression. Les chaînes de télévision majeures que sont Asahi Telebi et Nitélé ont dégagé Masahiro Nakai de toutes leurs émissions. Les chaînes TBS et Fuji Télé, elles, ont tenté de résister un peu. Le gars était partout, mais elles se sont vite fait rattraper, notamment par leurs actionnaires, pour diligenter des enquêtes en interne. Et je vous passe les détails, mais l'affaire va devenir plus grosse encore. Il va y avoir une vague de retrait de publicité de la chaîne Fuji Télé, beaucoup de changements en interne, et Masahiro Nakai va annoncer purement et simplement sa retraite du show business. Bref, une affaire très importante dans la droite lignée de ces projets qu'on a traités régulièrement dans l'émission ces derniers mois, autour de Shiori Ito et de Black Box Diaries, de Hitoshi Matsumoto et du poids actuel de MeToo au Japon, et de la sordide affaire de la société Judys, rappelez-vous. Et cette nouvelle affaire n'est pas finie, puisque, comme je vous le disais hier, une commission indépendante enquêtant sur les allégations d'agression sexuelle du présentateur de télévision Masahiro Nakai et l'implication du personnel de Fuji Télé a publié des conclusions. Et le résultat est sans appel, les gens. Masahiro Nakai a bien agressé sexuellement une présentatrice de Fuji Télé. Le tout décrit dans un rapport monstre de 394 pages qui prend soin de précisément décrire le traquenard organisé par Masahiro Nakai, qui avait l'air bien habitué à ce genre de procédé. Bref, on continuera de suivre toutes ces affaires dans Soft Power, mais quand je vous disais que ça avance, puisqu'il y a fort à parier que d'une façon ou d'une autre, cette histoire va participer de marquer un tournant dans la lutte contre les agressions sexuelles au Japon, à suivre là aussi. Chouette article cette semaine du journal The Guardian qui s'intéresse aux self-tape d'audition, à ne pas se tromper. Les self-tape d'audition, ce sont ces vidéos d'audition enregistrées par un acteur ou une actrice, généralement chez lui ou chez elle, au lieu de se rendre en personne à un casting. Une pratique qui a explosé, vous l'imaginez bien, durant les différents confinements et qui s'est enracinée depuis dans les pratiques de l'industrie. Oui, sauf que, comme le précise le syndicat Equity, le principal syndicat des artistes du spectacle au Royaume-Uni, qui représente les acteurs, les danseurs, les chanteurs, les comédiens, etc. Comme le précise le syndicat Equity, cette pratique de la self-tape équivaut à du travail non rémunéré, tout en renforçant, nous dit l'article que je vous mets bien sûr en description, l'élitisme dans les industries créatives, avec pour certains acteurs qui vont passer des jours et des jours à créer des self-tapes, à louer du matériel ou des studios de tournage à leurs frais, sur leur temps libre, et pour rien, a fortiori que, comme le précise Equity, les directives concernant les enregistrements personnels ne sont pas respectées par l'industrie. Pas de bol, ce sont souvent elles qui sont à minima protectrices des travailleurs et des travailleuses, si bien est que celles imposant normalement de ne pas demander aux acteurs d'apprendre plus de 6 pages pour un premier enregistrement ou de réaménager leur domicile pour en faire un décor. Bon nombre de studios signent vu et s'en tapent et dépassent allègrement les limites. L'article de The Guardian précisant qu'il a été demandé à certains acteurs d'apprendre
apprendre 12 pages par cœur, à d'autres de réaliser une self-tape juste pour hocher la tête, parce que c'est tout ce qui était demandé pour le rôle. Incroyable. Et pour vous dire à la masse de travail, une autre actrice précise quant à elle dans l'article avoir dû réaliser en un an pas moins de 50 self-tapes. C'est énorme, surtout lorsqu'il faut investir pour une partie d'entre elles pour avoir des rendus professionnels. Bref, c'est de la merde, mais les choses avancent sûrement, même si doucement côté syndicat qui tente actuellement de travailler conjointement à ce sujet. Encore une fois, affaire à suivre, incroyable. États-Unis, les gens, cette fois, puisque Donald Trump a signé le 27 mars dernier un décret exécutif visant à reprendre le contrôle du contenu des musées Smithsonian de Washington, accusés de mener un endoctrinement idéologique racial, carrément, avec une ligne du décret qui est l'un des trucs les plus orwelliens que j'ai vu depuis au moins une semaine. Je vous la cite. Au cours de la dernière décennie, les Américains ont été témoins d'un vaste effort coordonné pour réécrire l'histoire de notre pays, remplaçant des faits objectifs pour un récit déformé, inspiré par une idéologie plus que par la vérité. Wow, les gens, le culot. Quand je dis ça, j'ai envie de coller mes yeux dans un mélange de térébenthine, de benzène et d'acétone pour remaker la trompette de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bref, le gars a sans doute été un petit peu échaudé par l'exposition actuellement présentée au Smithsonian American Art Museum, intitulée La forme du pouvoir, histoire de la race dans la sculpture américaine, et qui raconte comment les États-Unis ont utilisé la race pour établir et maintenir des systèmes de pouvoir. Je me demande bien s'il y a un rapport. Écoutez, je ne sais pas. Sans doute aucun lien non plus avec le fait de s'attaquer également au Musée national d'histoire afro-américaine et au Musée d'histoire des femmes américaines. Non, c'est sûr. Bref, on va pas y passer une heure. L'autoritarisme et le révisionnisme continuent leur petit bout de chemin sur place et tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Bien au contraire, à l'approche du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique qui sera fêtée l'année prochaine et pour laquelle Donald Trump veut présenter une histoire expurgée de tout conflit et de tout crime. D'habitude, c'est le Japon, ça, mais que voulez-vous ? Musique avec la décision enfin que le concert Solidarité Congo à Paris aura bien lieu et ce sera le 22 avril prochain. Si vous ne connaissez pas l'histoire, l'événement caritatif Solidarité Congo, c'est un énorme spectacle avec de grands noms du rap comme Youssoupha, comme Dadju, comme Gims, en soutien aux enfants victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Un spectacle qui devait originellement avoir lieu le 7 avril, journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda, ce qui lui avait valu une demande du préfet de police de reporter l'événement, notamment sous pression d'associations de la diaspora rwandaise. Je vous passe les détails, notamment la question des soutiens financiers à l'événement, puisque certains se sont retirés l'UNICEF en tête. Mais bref, celui-ci aura bien lieu 2 semaines après, le 22 avril, et ce sera l'occasion, au-delà du spectacle, de rappeler que l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé depuis des années par des violences meurtrières qui se sont intensifiées suite à une offensive soutenue par des troupes rwandaises. Le tout dans un conflit bien trop complexe pour que je n'en traite ne serait-ce qu'une partie dans une brève de soft power. Si vous êtes dans le coin le 22, les gens, en tout cas, ça pourrait valoir le coup d'aller y jeter un œil, exactement comme ça. Par exemple. Are you telling me that plane is full of killers? Rough night? Please open the door. 1 second! Moi, les gens, vous commencez à me connaître. Vous me mettez des coups de boule, des German suplex, des explosions de mâchoire avec le talon et des triples envois de shuriken, les yeux fermés dans une moissonneuse batteuse. Et ma semaine est totalement refaite. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que propose Fight or Flight, le nouveau John Wick-like de cette année, réalisé par James Madigan et avec Josh Hartnett dans le rôle titre, qui incarnera un mercenaire devant retrouver une cible à bord d'un avion, cible qu'il devra alors protéger à grands coups de tatane lorsqu'ils se retrouveront, lui et elle, entourés de gens qui essaient de les tuer. Écoutez, ça a l'air complètement con et le magazine Empire qui a vu le film lors de sa diffusion au Royaume-Uni en février dernier parle de concepts de base joyeusement idiots. Totalement ma cam. Voilà, je tenais à vous partager mon petit plaisir. Ça sortira cette année. Mais vous inquiétez pas, les gens, il y a aussi des bons trucs. Il y a aussi des bons trucs et des moins bons trucs. Multiple SWAT units responding to hostage situation. Hey, little girl, stop! What do you want, little one?
your ass. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Who are you? Frank Drebin, Police Squad. The new version. That's the sound of the police. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. Écoutez, je comprends pas le projet, mais je me suis senti obligé de vous partager ne serait-ce que l'idée que oui, la saga de film The Naked Gun, renommée par chez nous Y a-t-il un flic, va bien s'offrir un nouvel opus, un 4e film réalisé par Akiva Schaffer sur une histoire écrite par Seth MacFarlane, le tout avec Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Waterhauser, Kevin Durant, Busta Rhymes. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. On m'a envoyé ça hier soir sur le Discord de l'émission et je ne sais juste pas. Je sais juste qu'en étant très amateur des originaux et de l'humour qui fera mouche chez moi jusqu'à la fin des temps, j'avoue que je suis un peu tenté quand même, surtout qu'il faut bien dire que la dernière vanne de cette bande-annonce est très forte. Ça arrivera en salle le 1er août 2025, mais ne vous inquiétez pas les gens, je finis sur un vrai bon truc. You know, science fiction. All of that with weekly space adventures. Let's hit it. Our reality has been changed. I see it, I don't believe it. Exciting, isn't it? Good morning. Good morning, Beth. Your host is dead, and one of you murdered him. I got here just in time. We're going to wire the Enterprise. Hello? It's for you. Port thruster standing by. Do you realize how rare a show like this is? Indeed. We only have one shot. That's all we need. Hang on! Ok, c'est peut-être pas le meilleur truc de la Terre, mais il faut avouer que cette saison 3 de Star Trek Strange New Worlds, cette série épisodique Star Trek créée par Gene Roddenberry, lancée en 2022, saison 3 durant laquelle on continuera de suivre les aventures du capitaine Christopher Pike et de l'équipage du vaisseau Enterprise au 22e siècle, alors qu'ils explorent de nouveaux mondes et effectuent des missions à travers la galaxie, et ce avant les événements de Star Trek, la série originale. Et il semble y avoir toujours autant de blé dans ce qui s'annonce une nouvelle fois être de la bonne grosse SF à papa. Star Trek Strange New Worlds, les gens, saison 3, ça arrive cet été et ce qui vous laisse pile le temps de rattraper les saisons précédentes. Et au passage, les recommandations de l'émission, seulement 3 cette semaine les gens, seulement 3. Dark Souls a sauvé ma vie. Bon, quand je dis « a sauvé ma vie », qu'on se mette d'accord, c'est du clickbait. Dark Souls n'est pas un remède ou un guide à appliquer à la lettre dans sa vie pour aller mieux, ni un bouquin de charlatan en développement personnel adapté en jeu vidéo. Mais c'est indéniable que pour de nombreuses personnes, les jeux From Software ont permis un peu d'introspection pour débuter le chemin de la guérison. On les aime, ces recommandations de toute nouvelle chaîne prometteuse, encore plus quand ça fait des vidéos d'1 heure où on finit la tête entre les deux mains en disant « Attends, quoi ?» Eh bien, ça, c'est exactement l'effet procuré par la première vidéo de la chaîne Unicobro qui s'est intéressée pour bien se lancer à l'exégèse d'un jeu, ou plutôt d'une saga, pas trop traitée sur YouTube, Dark Souls, mais précisément parce que Dark Souls a été surtraité souvent sous l'angle du développement personnel ou de son rapport au nihilisme, voire à l'existentialisme. La vidéaste Unicobro prend ces thématiques à revers et tranche d'un bon coup d'épée de Michaela les liens entre Dark Souls et le nihilisme, voire précisément entre Dark Souls et l'existentialisme. Une vidéo qui parle de dépression et du rapport à celle-ci. C'est riche, c'est documenté, c'est dense. Oh oui, c'est dense. J'ai dû passer la vidéo en x1 pour vous dire, les gens, quelle indignité. Bref, super début de chaîne que cette vidéo Dark Souls et dépression, mais sans niche ni développement personnel. Et c'est sur la chaîne d'Unicobro que ça se passe, dont vous retrouverez le lien ainsi que toutes les autres recommandations de l'émission en description. Ça y est. Tout est écrit. Le livre Les damnés de la Terre est publié en 1961, quelques mois avant la mort de Fanon. Je n'aime pas qu'on parle des damnés de la Terre, par exemple, comme le testament politique de Fanon. Dans son esprit, c'était pas un testament. Il n'a pas voulu coucher sur le papier, ni ses dernières volontés.
À l'occasion de la sortie en salle ce mercredi du film Fanon de Jean-Claude Barny, la très chouette chaîne Histoire Crépue, donc qu'on a déjà partagé ici, en a profité il y a quelques jours pour sortir une vidéo contant l'histoire de Frantz Fanon, incontournable militant anticolonialiste qui s'était notamment battu pour la France libre et auteur des tout aussi incontournables Peau noire, masque blanc et les damnés de la terre. Enfin, incontournable partout, sauf en France où il est très bien contourné. C'est dire si cette vidéo est d'utilité publique, puisque pendant 40 minutes, Sunboy décrit autant la jeunesse de Frantz Fanon que son travail intellectuel développé pendant des années, le tout entrecoupé d'interventions de Mireille Fanon-Mendes France, présidente de la Fondation Frantz Fanon, de Jean-Claude Barny, le réalisateur du film, de Josie Fanon carrément. Bref, c'est top, et si vous pensez qu'il ne s'agit là que de faire un descriptif historique de sa vie, vous vous trompez, puisqu'il s'agit aussi de parler de comment transmettre ses messages, ses lignes directrices, comme le dit Josie Fanon. Bref, à voir, absolument incontournable. Est-ce qu'on n'a pas aussi des manières, là je pense à Mathieu, d'écrire des règles différemment entre des Allemands, des Français, des Nord-Américains ou des pays asiatiques, et que ça a des conséquences à la fois entre guillemets de la localisation français-anglais ou donc des échanges avec l'éditeur justement pour une reformulation complète qui est des fois parfois. Avec un petit peu de retard, puisque je voulais déjà vous la recommander dans l'émission précédente, voici une table ronde publiée sur la chaîne Un Monde de Jeux, une table ronde enregistrée début mars à l'occasion du Festival international des Jeux à Cannes. Table ronde qui s'est intéressée à l'épineuse question précise, très intéressante, de la localisation des jeux de société, localisation comprenant la traduction bien sûr, mais pas que, puisqu'il y a tout un travail d'adaptation des thèmes, des mécaniques, voire même des visuels au pays cible, avec toutes les questions que ça pose en termes de fidélité, d'adaptation, de liberté créative des traducteurs, des traductrices par exemple. Autant de questions qui sont traitées dans cette table ronde, super bien animée au passage par Gaëtan Bojano, force à lui. Et croyez-le pas les gens, c'était déjà la dernière recommandation de cette semaine. Et voilà, c'est la fin de ce 74e épisode de Soft Power. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube Soft Power. Tous les liens des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long de l'émission en description. Comme toujours, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 74e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de l'Empire Tolmec, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine matinale, et en attendant, prenez soin de vous, regroupez-vous, et puis moi je vous dis ciao.